Un jour, Milton Friedman, un économiste, a dit « L'inflation est comme l'alcoolisme. Lorsqu'un homme se livre d'une beuverie, le soir même, cela fait du bien. Et ce n'est que le lendemain qu'il se sent mal. » Fin de citation. Le système économique mondial arrive à un point où plusieurs questions persistent. Après des années où la planète entière en a profité, aujourd'hui, plus que jamais, on s'inquiète sur notre sort. L'inflation, les hausses des prix, les dettes, la récession et j'en passe. En gros, on ne s'en sort plus. Le système économique mondial est tôt ou tard voué à l'effondrement. Peut-être que oui, peut-être que non. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers ce débat qui, je souhaite, sera des plus passionnants et qui opposera la première année C contre la deuxième économie B. Notre jury est comme à l'accoutumée composé de Madame Iraqi, Madame Semari et Monsieur Nizar. Je tiens à vous rappeler les règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer une minute au minimum. Deux interventions successives à la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites d'une manière correcte en évitant toute vulgarité, sarcasme, déplacé ou une autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. Les règles pour l'audience, maintenir le silence, le calme, le respect dans la salle, ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise en évitant les sifflements, les hurlements et toute forme d'irrespect. L'interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury, ne pas monter sur scène à la fin du débat, interdiction d'utiliser les téléphones mobiles. Que le meilleur gagne et permettez-moi d'appeler monsieur le directeur pour le tirage au sort. Merci. La première année, c'est Monsieur le directeur, honorable jury, chers partisans du contre, bonsoir. C'est pour nous un grand plaisir et une énorme fierté que d'avoir l'opportunité d'être derrière ce pupitre afin de débattre d'un sujet d'une extrême importance. Un sujet d'ordre économique, certes, mais en apparence seulement. Car ce sujet met en jeu notre liberté, notre intégrité et notre discernement. En tant qu'être humain, capable de faire des choix, capable de dire non quand il le faut. N'avons-nous pas notre mot à dire ? Et si le capitalisme était en train de s'autodétruire et menace de détruire notre humanité ? C'en est assez, mesdames et messieurs. C'est le temps de se rebeller contre ce système qui nous croyait endormis et soumis à jamais. Un système qui domine partout dans le monde. C'est malheureusement le capitalisme financier. Je le dis bien et je le répète, financier. Depuis plus de 30 ans, les États, les ménages, les entreprises s'endettent massivement. Cela nous a mené clairement aujourd'hui à la dernière partie d'une phase B, où le capitalisme doit, pour continuer à générer du profit, se financiariser et se réfugier dans la spéculation. Le déclin virtuel devient réel et les bulles explosent les unes après les autres. Les faillites se multiplient. La concentration du capital augmente, le chômage progresse et l'économie connaît une situation chaotique et incontrôlable. Pour qualifier cette période, il n'y a que deux mots, crise et effondrement. Et oui, chers camarades, nous sommes déjà en crise, le capitalisme touche à sa fin. Et ce qui aggrave encore plus les choses, c'est que l'économie mondiale passe par la réforme de l'architecture financière qui est en défaillance. Chers camarades, gardez les pieds sur terre, soyez réalistes et ouvrez bien les yeux. Le capitalisme financier est un système qui croyait ses actes impunis et que la vérité serait cachée à tout jamais.
Un système qui punit ceux et celles qui essayent de faire ressortir la vérité. Mais nous, on n'a pas peur, puisque notre cher établissement est fondé en premier lieu sur la liberté d'expression et offre à ses étudiants l'opportunité de s'exprimer, et cela à travers ces débats. Et c'est pour cette raison que nous allons défendre notre point de vue jusqu'à la fin, pour vous montrer que le système économique mondial est voué à l'effondrement tôt ou tard. Monsieur le directeur, honorable jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, aujourd'hui, sommes-nous en train de parler de l'effondrement d'un immeuble? Non. L'effondrement de la stabilité gravitationnelle d'une planète? Pas du tout. La chute du gouvernement d'un certain pays? Non plus. Nous avons affaire avec tout un système économique mondial. Mais qu'est-ce que le mot effondrement vient faire dans cette histoire? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par effondrement économique? Mesdames et messieurs, non seulement cette notion est complètement dépassée par le temps, mais elle renvoie sur la possibilité que notre monde n'évoluera jamais. Aussi violent et brutal que ce phénomène peut paraître, il ne pourra en aucun cas atteindre tout un système économique mondial en toute son entité. Nos camarades pourraient baser leur intervention sur les théories marxistes, des théories que le monde d'aujourd'hui considère comme une doctrine désuète et qui n'arrive pas à suivre le cours de l'économie présente. D'ailleurs, lorsque Karl Marx a défini ces théories pour la première fois, elles étaient destinées à la mise en pratique dans certains pays seulement qui étaient à un stade économique plus avancé, c'est-à-dire des circonstances et un environnement différents. Et puis, sur quel fait basez-vous cet effondrement économique exactement? La chute de certaines nations? La disparition de plusieurs entreprises? Mes camarades et moi vous démontrerons que ceci n'a aucun sens puisque ça fait partie du cours de vie normal de l'économie. Ou alors, êtes-vous en train de baser vos faits sur la diminution des biens et des matières premières? Dans ce cas, vos soucis seront mal placés, puisque la rareté est un phénomène qui a toujours existé, pourtant cela n'a jamais perturbé les activités économiques de l'homme. Mesdames et messieurs, ce soir, en tant que libéraux, et vu la fluidité que connaît l'économie d'aujourd'hui, on vous assure que le système économique mondial est loin de l'effondrement, parce qu'il restera avant tout voué à l'amélioration. Merci. Mademoiselle, on s'est basé sur les finances pour défendre notre point de vue. Les bourses mondiales n'ont-elles pas connu une embellie à la fin de 2014? Les partisans du système économique mondial ne sont-ils pas les acteurs d'un capitalisme géré par des trusts pour le compte de corporations et de multinationales dont ils sont les actionnaires? La perte de confiance en ce système pourrait avoir des conséquences bien plus dramatiques que vous ne le pensez. Les capitaux investis pour renflouer les banques depuis la crise de 2008 n'ont pas permis la croissance économique réelle, traduite par l'élévation de la production industrielle. Au contraire, cette masse monétaire a été détournée au profit d'actifs à haut rendement et forte volatilité, ainsi que vers les entreprises dot-com de la Silicon Valley, qui génèrent des marges bénéficiaires grâce à des salariés qualifiés mais peu nombreux. Mais justement, qui dit forte rentabilité en finance, dit haut et dangereux risque, en élargissant la bulle spéculative entre les actifs financiers et leur valeur économique réelle. Non seulement les leçons de la dernière crise de 2008 n'ont pas été tirées, mais les théories libre-échangistes qui en sont la cause n'ont pas été révisées. Et le système économique mondial fonctionne selon une approche capitale libérale pure et dure, pour qui l'intervention humaine est totalement exclue des marchés autorégulés par l'équilibre entre l'offre et la demande. Mesdames et messieurs, chers camarades,
Vous avez peut-être basé vos arguments sur la finance, mais je suis désolée de vous le dire, la théorie dont nous débattons ce soir est bien celle de Karl Marx, soit du marxisme. Vous avez également... Vous voulez parler de finance? Eh bien, je vous en prie, parlons-en. Avant de clamer que les crises financières actuelles mènent vers un effondrement économique, il faut savoir faire la différence entre crise économique et crise financière. La crise financière, mesdames et messieurs, touche seulement et uniquement le marché financier. Tandis que la crise économique, et vous faites souvent confusion dans vos interventions, la crise économique touche tous les secteurs d'une économie et tous les acteurs, soit les consommateurs, les producteurs, les entreprises, les administrations publiques, et j'en passe. Cette crise économique mène vers la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation du taux de chômage, la faillite pour cause de baisse d'activité économique, mais elle ne peut en aucun cas mener vers l'effondrement d'un système économique. Encore moins, vous pouvez vous en douter, à l'effondrement d'un système économique mondial. Il faut également savoir que cette théorie marxiste comprend en elle-même une énorme contradiction. Je m'explique. Karl Marx dit lui-même que le marxisme se base sur des fondements de matérialisme. Donc, c'est là où réside toute la contradiction. Vous ne voyez toujours pas? Permettez-moi d'éclairer votre lanterne. Le matérialisme est un courant qui clame que la nature du monde est matérielle et immanente. En d'autres termes, et pour faire plus simple, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Comment pouvons-nous donc donner toute sa crédibilité à une théorie qui se contredit avec les fondements même du courant qu'il a proposé? L'effondrement est une perte. Or, rien ne se perd, n'est-ce pas? Merci. Bonsoir. Qu'il me soit permis de signaler de prime abord qu'il est temps d'appeler les choses par leur nom. Réveillons-nous. Réveillons-nous et ouvrons grand nos yeux. L'heure est grave, la tragédie s'intensifie et l'égoïsme des hommes fait malheureusement des ravages quasi irréversibles. L'arrogance sans fin du système capitaliste engendre misère, désolation et désespoir. Dès notre bas âge, on n'a pas cessé d'entendre clamer, répandre, défendre les droits de l'homme. Mais avec le capitalisme et la mondialisation, peut-on vraiment jouir des droits les plus élémentaires lorsque le but des compagnies multinationales est de faire des profits? Il faut que les coûts de production soient les moins élevés possibles. Puisque les salaires représentent une grande partie de ces coûts de production, les compagnies cherchent à payer le moins possible les gens pour leur travail. Et c'est ce qu'on appelle de l'exploitation. Avec le temps, les gens qui contrôlent les multinationales deviennent de plus en plus riches et de plus en plus forts, alors que pour les autres, de plus en plus pauvres. Par ailleurs, et dans le même ordre d'idées, on entend depuis quelques années parler de la mondialisation, de la globalisation du marché. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le moyen que les multinationales ont trouvé pour faire des affaires sans être contrôlées par les gouvernements. Ce qui les intéresse, c'est de produire là où ça coûte le moins cher et de vendre là où ça coûte le plus. Cette situation est illustrée plus particulièrement par le phénomène de la délocalisation. À titre d'exemple, on peut citer le cas de la maison Renault qui a délocalisé sa production en Espagne, en Roumanie et au Maroc, à l'instar d'autres entreprises françaises. Et cela sans conséquences graves. Seulement 100 000 emplois détruits par an. Et seulement 36 000 familles privées d'un minimum vital. Alors, dans des situations critiques pareilles, comment peut-on parler des droits de l'homme? Merci. Mes chers camarades, les firmes ne détruisent pas le monde, elles le développent, elles le font progresser. Passons. Maintenant, parlons un peu du libéralisme. Naturellement, les penseurs libéraux se sont beaucoup intéressés à l'art de produire, d'échanger ainsi qu'à ses conséquences.
Le libéralisme économique, c'est-à-dire la liberté de produire et d'échanger des biens et services, est une des facettes du libéralisme au même titre que la liberté d'expression ou même celle de vivre. Et donc produire est une liberté légitime, ainsi qu'une action économique. Le monde ne peut pas cesser de produire ou consommer, mesdames et messieurs, en un claquement de doigts. Ce sont des opérations que nous subissons chaque jour, chaque heure et chaque seconde. Excusez-moi. L'économie mondiale est en croissance. C'est un fait que nous ne pouvons pas nier. Les économistes utilisent le terme croissance conventionnellement pour décrire une augmentation de la production sur le long terme. Et donc, produire est une liberté légitime. Selon la définition de François Peyroux, économiste français, la croissance est une... Il y a croissance lorsque la croissance du PIB est supérieure à la croissance de la population. En d'autres termes, mesdames et messieurs, si la production mondiale dépasse la croissance de la population, cela ne peut être qu'une croissance économique. Et c'est ce qui est du monde actuellement. Et donc, ne pensez-vous pas que l'économie est bien loin de l'effondrement? Merci. Bonsoir. En réponse à votre question, nous pensons, mes camarades et moi, que le capitalisme aujourd'hui est bel et bien voué à l'effondrement. En effet, comme nous l'avons dit, nous pensons que tout système économique est voué à l'échec. Et pour cause, l'économie en soi n'est pas une science exacte. Et de ce fait, nous ne pourrons jamais avoir la stabilité du capitalisme pour acquis. Il existe certains enjeux qui connaissent des changements continus. Ces enjeux ont une influence considérable sur le système actuel. Nous pourrons citer par exemple l'exemple du pétrole. Oui, cher auditoire, cette roche liquide, cet or noir, représente depuis la naissance de l'industrie la base de toute production, une production qui à son tour est le pilier de toute finance. Vous vous demandez peut-être comment une telle source de richesse peut affecter négativement l'économie au jour d'aujourd'hui. Eh bien voici. Le monde a connu 2 chocs pétroliers. Le premier en 1973 et le deuxième en 1979. Ces chocs se sont traduits par une hausse brutale du prix du pétrole, ayant un impact négatif sur l'économie mondiale. Voici un premier cas d'influence néfaste du pétrole. Dans les pays importateurs, tels que le Maroc, la Jordanie, l'Espagne et l'Italie, cette hausse du prix de l'or noir engendre un transfert monétaire massif vers l'étranger, ce qui se traduit immédiatement par la chute vertigineuse de l'activité économique propre à chacun de ces pays importateurs. En d'autres termes, la facture pétrolière reste lourde à prendre en charge pour ces pays. Conséquence, ils se retrouvent prisonniers du cercle vicieux de l'endettement. Un autre impact nuisible de la hausse du pétrole, la flambée générale des prix des marchandises, ce qui conduit à une baisse de consommation. Et qui dit baisse de consommation, dit déclin de l'essor économique, ce qui n'inclut qu'une seule chose, le ralentissement de la croissance économique mondiale. Tout ceci, chers camarades, démontre les limites du capitalisme. Je tiens à préciser qu'avec les conflits armés que connaît le monde aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri d'un 3e choc pétrolier. Et de ce fait, nous pourrons toujours souffrir de ces répercussions qui ne sont absolument pas en notre faveur. Heureusement pour l'humanité qui, face aux limites du capitalisme, à ses déboires et à ses égarements néfastes, la conscience humaine a connu une montée en puissance. En effet, certaines communautés commencent à adopter des actions et des comportements qui vont à l'égard du système capitaliste. Nous pourrons citer à titre d'exemple le covoiturage, le troc, l'échange de biens, mais aussi le boycottage des produits en provenance des multinationales qui n'ont d'égard pour notre avenir. Et je le redis, qui n'ont d'égard pour notre avenir. Cette montée de la conscience témoigne d'un renouveau des valeurs humaines que les capitalistes croyaient avoir enterrées à jamais.
Cette montée de la cette montée de la conscience mondiale ne joue absolument pas en faveur du capitalisme. Chers opposants, les faits sont là. Le système économique mondial est irrévocablement voué à l'échec. Merci. Chers camarades, le capitalisme est l'un des systèmes économiques les plus forts du monde. Passons. Mesdames et messieurs, nul ne peut nier la situation économique difficile par laquelle passe le monde ces dernières années. Certains même vont jusqu'à reprocher cela au principe du libéralisme, ce qui les pousse à être certains que le système économique actuel que ne favorise que les grandes entreprises multinationales va finir par se désintégrer. Mais il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, que l'histoire de l'économie mondiale a prouvé que les crises, lorsqu'elles atteignent une certaine intensité, elles provoquent des changements et des mutations, et non l'effondrement. Disons par exemple que vous avez monté le mont Everest, l'un des monts les plus hauts au monde, et vous êtes arrivé au sommet. Vous allez descendre après cela de votre plein gré. Vous n'allez pas réaliser l'irréalisable et sauter d'un sommet à un autre, parce que vous allez descendre petit à petit, parce que la nature le demande. Et après cela, vous allez remonter la même montagne, mais d'un autre chemin, avec une autre stratégie, parce qu'on ne vit pas les mêmes expériences de la même façon, et parce que ce mont reste le meilleur. Merci. Sur quoi vous basez-vous pour assurer que le capitalisme est le plus fort? En quoi? Passons. L'activité anthropique a été capable de changer le climat de la planète à cause de l'émission des gaz à effet de serre. Ce changement est le plus impressionnant car il est rapide, irréversible et imprévisible. L'origine de ce changement est l'utilisation des énergies fossiles et l'irrationalité d'un système soumis à la seule loi du profit, le capitalisme. Plus que tout autre élément de la crise écologique, le changement climatique incrimine directement le capitalisme et va toucher à tous les aspects de notre vie. Les changements climatiques ne sont pas dus à l'activité humaine en général, mais bien au système capitaliste, car le fonctionnement du système capitaliste depuis la révolution industrielle. En effet, c'est bien la logique capitaliste et productiviste d'accumulation, permise par les énergies fossiles telles que le charbon et le pétrole, qui est en cause. Si on regarde les causes d'émissions des gaz à effet de serre, c'est toute l'économie qui est concernée. L'anarchie des transports de personnes et de marchandises, l'énergie requise pour la production manufacturière ou la production agricole. Mais qu'en est-il de l'eau, mesdames et messieurs? Eh bien, cette source de toute vie, les capitalistes la transforment, la polluent, l'exploitent à excès. La qualité de l'eau est le dernier de leurs soucis. Plus elle est polluée, plus cela coûte cher à la collectivité pour la dépolluer, et donc plus cela rapporte. Pour les entreprises privées, une eau qui pollue est une eau qui rapporte, car elle nécessite des traitements coûteux. On ne peut évoquer les ravages du capitalisme sans parler des pluies acides, qui sont étroitement liées à la pollution atmosphérique et dont ils sont en grande partie responsables. En effet, la pollution est connue pour son impact important sur la Terre. Les deux principaux polluants à l'origine des pluies acides sont le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Les trois principales sources d'émissions du dioxyde de soufre sont l'agriculture et l'industrie en première place, puis les raffineries et enfin les centrales thermiques. Quant au dioxyde d'azote, les transports, l'agriculture, l'industrie en sont les principaux facteurs. Tous ces faits nous ramènent inéluctablement au capitalisme, à sa surexploitation de la terre, cette terre qui est le foyer, qui est le lieu de naissance, qui est la propriété de tout un chacun. Alors pourquoi laisser une minorité polluer, salir, détruire ce que l'humanité a de plus précieux? Chers opposants, le capitalisme en tant que système économique peut réussir, mais uniquement au détriment de la nature. Nous ne sommes pas des ennemis de la nature, au contraire, nous en sommes inséparables. Comme l'écrivait Friedrich Engels,
plus les hommes non seulement sentiront, mais sauront à nouveau qu'ils ne font qu'un avec la nature, et plus il deviendra impossible cette idée absurde et contre nature de l'opposition entre l'esprit et la matière, l'homme et la nature, l'âme et le corps. Fin de citation. La situation ne peut durer éternellement. L'homme est doué de raison. Il comprendra tôt ou tard que le système capitaliste est en train de le détruire. Alors, il se tournera vers d'autres approches plus raisonnables et moins destructrices. Merci. Mes chers camarades, comme je l'ai déjà cité, la rareté est un phénomène qui a toujours existé. Pourquoi est-ce que c'est seulement aujourd'hui que cela va poser un problème? Ça d'un point. D'un autre point, l'endettement ne va même pas toucher le système économique mondial. Au contraire, ça montre que le système économique est vivant. Et puis, il suffit seulement de voir l'amélioration que connaît l'économie d'aujourd'hui. Passons. Mesdames et messieurs, penser que le système économique peut tout simplement s'effondrer s'avère difficile, voire presque impossible. Le système économique est défini comme un ensemble d'éléments en relation, réciproques et en rapport avec son environnement. De ce fait, on trouve que ce système ne fait que prolonger la thèse d'Aristote selon laquelle le tout est plus que la somme des parties. Prenons par exemple une machine ou un outil quelconque, un simple stylo. Décomposons ces objets et réunissons toutes ces parties en un seul tas. Ce tas représentera l'ensemble de ces objets, mais ce ne sera nullement le stylo. Pourquoi? Parce qu'il manque ici le lien et le rapport réciproque qui fait de ces objets différents un mécanisme déterminé. Et c'est exactement la même chose pour notre système économique mondial. C'est tout un réseau de rapports variés entre non seulement les nations, mais également les individus. Ce qui veut dire que le système économique mondial, considéré dans son ensemble, est plus que l'ensemble des parties qui le composent. Comment peut-on donc dire que ce système économique, avec toutes ses composantes qui, je le rappelle très bien, sont variées, peut tout simplement s'effondrer? Merci. Chers camarades, détrompez-vous. Le problème de la biodiversité a pris beaucoup plus d'ampleur ces dernières années, et les experts le démontrent aussi. Bref, passons. L'année 2015 se pose comme étant une année où les risques géopolitiques, grands absents du classement ces 5 dernières années, reviennent sur le devant de la scène, indique le dernier rapport en date établi par le Forum économique de Davos, qui a eu lieu en Suisse et qui chaque année dresse le classement des plus grands risques qui menacent le système économique. Pour cette année, nous retrouvons des aléas environnementaux, économiques, sociétals et technologiques. Mais comme vous l'avez compris, ce qui vient en tête de ce classement, c'est la géopolitique. Tous ces conflits internationaux et toutes ces guerres représenteront la principale menace pour les nations et leurs économies dans les 10 années à venir. Premier modèle de conflit, les relations tourmentées que nous avons avec nos confrères les Algériens. En effet, nos voisins n'ont qu'un seul but, celui du leadership et de la domination. Ceci a engendré un grand nombre de problèmes, tels que celui du prétendu conflit du Sahara, mais plus grave encore, celui du ralentissement de la croissance économique, non seulement au Maroc et en Algérie, mais aussi dans les 3 autres pays du capitalisme, dans les 3 autres pays du Maghreb arabe, tels que la Tunisie, la Mauritanie et la Libye. Quel gâchis, n'est-ce pas? Alors qu'avec ses propres richesses, chacun de ces pays aurait pu exceller sur le plan économique si coopération il y a eu. Le deuxième modèle de risque concerne le pétrole en provenance du Moyen-Orient et qui fournit le reste du monde en or noir.
Pour conclure, le capitalisme, système économique actuel, est-il immunisé contre toute débâcle? La réponse est non. Il n'y a pas de système parfait. Et ce qui le prouve, c'est la multitude d'approches qu'a connue l'histoire de la pensée économique. Des tâtonnements qui se sont tous soldés par un échec des plus cuisants. L'illustration la plus flagrante de ce désarroi reste le socialisme soviétique. Un modèle dont on ne tarissait pas d'éloges, mais un modèle réduit aux oubliettes depuis des lustres. Tout ceci pour montrer une seule chose. Le capitalisme peut régner à long terme, certes, mais il est condamné à périr, et ceci avec sursis. Viendra le jour où le capitalisme ne connaîtra qu'une dissette de soutien. Car oui, cher auditoire, et en vérité, et pour être franc, le capitalisme n'est bâti que sur un seul principe, atteindre un équilibre en détruisant un autre. Or, en vantant les mérites du capitalisme, chose que vous faites depuis le début, vous défendez les intérêts d'une minorité dont vous ne faites pas partie. Une minorité qui ne cesse de sévir dans les rangs d'une majorité surexploitée et qui souffre. Une majorité assoiffée de changement. Une majorité qui veut abolir toutes sortes d'inégalités sociales. Une majorité qui aspire à une équité au niveau des revenus, une majorité qui veut sortir du joug imposé par le capitalisme. Alors oui, le système économique mondial est voué tôt ou tard, et aujourd'hui plus que jamais, à l'échec et à l'effondrement. Merci. Pollution? Je vous en prie, chers camarades, nous sommes dans un débat d'ordre économique. Les comportements de telle ou telle entreprise ne relèvent pas des fonds économiques. Et après, de quel expert parlez-vous? Donnez-nous des noms. Chers camarades, vous êtes là sur scène, en train de débattre et essayant de nous convaincre de votre position. Ce qui pourrait vouloir signifier que vous êtes parfaitement conscient de ce qu'une économie signifie vraiment. Mais à ce que nous constatons, à regret d'ailleurs, ce n'est réellement pas le cas. Une économie, chers partisans du pour, est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production et à la consommation des richesses pour satisfaire le besoin. Mais prenons un exemple concret pour que vous puissiez mieux comprendre. Chacun de nous, mesdames et messieurs, a un besoin. Et pour le satisfaire, il ne se contentera pas de ses propres moyens et capacités. Par exemple, le besoin de se nourrir. Pour préparer du pain, vous auriez besoin de la farine. Et ceux qui vous fourniront de la farine auront besoin du blé. Et ceux qui vont leur fournir du blé auront besoin des paysans. Et pour récolter ce blé, les paysans auront besoin des fournisseurs des machines agricoles. Et ces fournisseurs, à leur tour, auront besoin des fournisseurs industriels. Et ces derniers nécessitent des matières premières et ainsi de suite. Toute cette histoire, chers camarades, pour vous dire qu'une économie ne peut jamais s'effondrer. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'économie. Merci. Voilà une situation fort intéressante parce que c'est la première fois qu'on a une telle situation dans les débats. Alors je tiens tout simplement à rappeler les règles. L'équipe qui a conclu avait encore plus d'une minute à son chrono, c'est-à-dire qu'ils avaient encore droit à un passage. Ce qui permet donc à l'équipe de la deuxième année éco d'obliger la première année C de repasser. L'équipe première année C ayant renoncé à ce droit, l'équipe première année C ayant renoncé à ce droit, cela donne le droit à un deuxième passage pour la deuxième année éco.
Je pense qu'il y a eu un léger hors-sujet dans votre précédente intervention puisque vous avez parlé de la perte d'une nation. Or, malheureusement, l'effondrement d'un système économique n'est en aucun cas lié à l'effondrement d'une seule nation. Je vous rappelle qu'on en a plus d'une centaine à notre actif. Par ailleurs, vous avez également prétendu et vous avez insinué que les crises économiques mondiales mènent indéniablement vers l'effondrement économique. Dans ce cas, je vous poserai une question toute simple. Pourquoi est-ce que certaines entreprises résistent à la crise internationale, à la crise mondiale, comme vous pouvez le dire? En effet, HP, FedEx, LinkedIn, Apple, Google ou encore United Airlines, toutes ces entreprises ont été créées lors d'une période de récession ou de crise. Fascinant, n'est-ce pas? HP a été créé lors de la période de la Grande Dépression, LinkedIn a été créé lors de la bulle Internet de 2002, Apple et Google ont été créés lors de la guerre fraîche de 1975. En d'autres termes, la crise n'est nul autre qu'un processus durant lequel les mauvais investisseurs sont éradiqués afin de laisser place aux bons investisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons tout au long de ce débat appuyé notre position par des arguments issus de la réalité actuelle, de votre vie économique. Durant ces derniers siècles, le monde a connu des changements d'une ampleur considérable. Les groupements économiques ont gagné en force, les systèmes bancaires se sont améliorés. Certes, nous sommes passés par d'innombrables crises, vous avez le droit de le dire, mais nous n'en sommes sortis que plus forts. Et la théorie marxiste dont nous avons débattu ce soir va à l'encontre de chacun de ces changements, de chacun de ces petits pas qu'a fait l'humanité depuis sa création. Et nul d'ailleurs ne saurait mieux le dire que le célèbre Gabriel Matzneff qui dit, je cite, « Le marxisme est la vieillesse du monde ». Fin de citation. Cette théorie relève de l'absurde. C'est bien plus l'opium d'un peuple qu'une prédiction. Et je vais vous le démontrer par un simple exemple. Prenons par exemple une société où règne un fort taux de criminalité, où le taux de criminalité atteint même les summums. Ceci l'affectera, certes, nous ne le nions pas. Ça aura des répercussions négatives. Mais pouvons-nous réellement prétendre que ceci mènera à l'effondrement de toute cette société? Non, bien sûr que non. Bien plus que cela. Cette société fera tout son possible afin d'éradiquer ce problème. Elle fera tout son possible en appliquant différentes politiques, différentes stratégies. Et à force de persévérer, elle n'en ressortira que plus forte. J'aimerais clore ce débat par une citation qui reflète la réalité des choses. Paul Virilio dit un jour « Aucune illusion ne dure, ni les petites illusions quotidiennes, ni la grande illusion historique, qu'est le marxisme. » Fin de citation. Le marxisme, comme l'a dit Paul Virilio, n'est ni plus ni moins qu'une grande illusion. Le système économique mondial n'est nullement parfait, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Nul système n'est parfait. Il a ses lacunes et ses faiblesses, mais il est également l'un des plus forts qu'a connu le monde à ce jour. Et ces lacunes, elles ne le feront pas régresser. Elles le feront se transformer, s'améliorer, progresser. De temps à autre, il flanchera, mais il se redressera fièrement, parce que ce système économique est voué à l'amélioration indéniable et sûre. Il n'a jamais été et il ne sera jamais voué à l'effondrement. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de débattre. C'est à vous de vous êtes le jury, vous faites ce que vous voulez. Très bien. Rebonsoir.
Je tiens à saluer, indépendamment, bon, le jury est sorti pour délibérer, il va prendre ses décisions en son âme et conscience. Je tiens à saluer le courage des premières années C, qui... Vous pouvez les applaudir. Qui ont relevé le défi de débattre avec des économistes d'un sujet qui n'est pas simple, qui n'est pas du tout à la portée. C'est un sujet, comme vous l'avez très très bien compris, assez complexe, et qui ont relevé ce défi justement sans aucun complexe et qui ont fait une bonne prestation, je l'avoue. Félicitations, bravo. Bien évidemment, je dois aussi féliciter les deuxièmes années éco qui ont fait un très très bon travail. Et indépendamment de ce qu'on peut penser justement du sujet, je pense qu'aujourd'hui, ils nous ont poussés à travers leurs interventions et leurs réflexions à réfléchir justement au monde dans lequel nous vivons, dans son aspect économique, et de se poser justement certaines questions qui concernent notre mode de vie d'une manière générale. Donc pour cela, je leur suis reconnaissant. Félicitations encore une fois et bravo.